Encore une fois, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Nous attendions des participants, certainement qui vont continuer à venir. Donc, je pense qu'on peut commencer. Ça fait déjà 5 minutes. On aurait dû commencer encore une fois. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Kusumi Tsumi, expert en question de genre lié au climat, également négociatrice pour le gouvernement de Botswana, d'où je viens, également experte du groupe de négociation pour l'Afrique. Et je suis heureuse et honorée de modérer cette session aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue et merci à tous d'avoir pris de votre temps si précieux pour participer à cet événement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'action pour l'égalité des genres en rapport avec les systèmes de production agricole résilients. Vous savez, il s'agit d'un thème extrêmement important, surtout en cette période post-Covid. Donc, un dialogue organisé pour la réponse au niveau de la Covid depuis le début de la Covid d'ailleurs, et les précédents dialogues ont mis l'accent sur l'égalité de genre, l'égalité des systèmes résilients et a couvert, par exemple, les droits liés à la propriété foncière, le financement des familles. C'est un dialogue qui a été organisé dans le cadre du réseau ECOWAS, CEDEAO, et donc toujours appuyé par la FAO, l'IST, Oxfam également. Ce sont ces organisations-là qui ont rendu possible cet événement et je voudrais donc que l'on s'en informe dès le début. Maintenant, le thème d'aujourd'hui, changement climatique et genre et système alimentaire résilient. L'année 2021 est très importante pour l'action climatique. Le climat gouvernemental au début fait des rapports qui montrent que le monde va subir une augmentation du climat de 1 degré au moins, sauf si on réduit les émissions de gaz. Et cela, c'est quelque chose qui est faisable, mais cela demande qu'il y ait des actions qui sont prises très rapidement. Mais même si on diminue l'émission au niveau mondial, il y a une augmentation et les températures aujourd'hui augmentent de plus de 1 degré Celsius. L'augmentation de la température est une menace pour la production alimentaire et surtout pour la population qui est en augmentation très forte. Les différents rôles de genre, mais également les différentes actions de contrôle des ressources, les agences et les opportunités influent sur la vulnérabilité des hommes et des femmes vis-à-vis du changement climatique. Et il y a également un impact extrêmement important et cela a un impact sur la capacité à créer des systèmes résilients pour leur propre ménage. Il est par conséquent important que les réponses prennent en compte les contraintes liées au genre et créent des opportunités pour tirer profit du potentiel des femmes, des jeunes et des agents de changement. Il y a le sommet qui vient de finir sur le système alimentaire ainsi que d'autres éléments importants pour des engagements, pour des actions. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle des parlementaires? Les parlementaires jouent un rôle extrêmement important pour avoir un environnement propice pour faire face également au nexus, c'est-à-dire au lien entre production alimentaire et changement climatique. Il y a par exemple les aspects liés à l'allocation budgétaire de la part des gouvernements et c'est dans ce contexte que nous avons des webinaires qui mettent l'accent sur les fonctions des parlementaires, notamment les organes qui s'occupent des changements climatiques en rapport avec la législation, mais également d'autres fonctions.
On va ici partager des expériences, mais également parler des défis pour la région, comment les politiques nationales et internationales, le cadre juridique sur le genre, les changements climatiques peuvent influer. Cela nous permet également de comprendre comment dans certains pays, l'inclusion du genre et les politiques de changement climatique ont amélioré l'efficacité et l'efficience de l'action climatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des orateurs de valeur qui vont partager leurs expériences de la région. Pour la première question, je suis honoré de vous présenter deux présentateurs. Le premier, M. Seko Sanga, commissaire chargé de l'agriculture, l'environnement et les ressources hydrauliques CEDEAO. Il est agronome et s'est spécialisé dans la gestion des projets. Avant d'arriver à la CEDEAO, M. Fienko a occupé des positions extrêmement importantes en Guinée, conseiller au président de la République également, Alpha Condé, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Depuis 2018, commissaire chargé de l'environnement, des ressources hydrauliques et de l'agriculture. Malheureusement, M. Senghor ne sera pas en mesure de se joindre à nous du fait de ses engagements, et M. Ernest Obi, qui est à Abuja, à la commission, va lire le document du commissaire. Monsieur Ernest Obi, vous avez la parole pour les remarques d'ouverture. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis là en train de lire au nom du commissaire Sangaré, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres parce qu'il a des engagements à l'international au moment où je vous parle. Chers participants, mesdames et messieurs, c'est en fait un réel honneur et un plaisir pour moi de partager avec vous la déclaration d'ouverture sur le numéro 6, l'action parlementaire, tous les systèmes de référence parlementaires, perspectives des parlementaires. Je voudrais saisir l'opportunité pour féliciter les instituts, l'ISSD, mais aussi le réseau de la CEDEAO des parlementaires sur le genre et l'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Cet webinaire qui s'intéresse aux questions agricoles et qui offre des solutions durables pour la transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. La question de la résilience des systèmes alimentaires résilients a été abordée par le sommet récent tenu au niveau des Nations Unies la semaine dernière. S'agissant du discours, l'accent est mis sur les différents chocs que les uns et les autres connaissent, par exemple, que ce soit environnemental, économique et social. Et nous avons la dimension de genre également qui doit être prise en compte, le développement des systèmes alimentaires résilients. Et le genre, aujourd'hui, est au centre de tout système résilient vis-à-vis du climat. Et c'est à cet égard que nous sommes encouragés par les instituts internationaux pour le développement durable et qui a pris cette initiative d'organiser ce webinaire. Chers participants, la nécessité de prendre en compte la question de l'égalité de genre dans le développement des systèmes alimentaires résilients au climat est extrêmement important pour la transformation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Les femmes, les jeunes, les pauvres, mais aussi les autres groupes défavorisés sont la majorité de la population agricole et ont tendance à souffrir davantage des conséquences négatives du changement climatique dans nos États membres. L'égalité de genre, par conséquent, est extrêmement important et est un droit important pour tous les citoyens, surtout pour les agriculteurs qui sont les producteurs de notre bien-être agricole, notre richesse agricole. Chers participants, si on néglige la participation des femmes et des autres groupes défavorisés, nous négligeons la partie la plus productive de notre force de travail. Selon l'organisation de la FAO, si les femmes agricultrices ont les mêmes accès aux ressources que les hommes, la résilience
est garanti et le nombre de personnes malnutries pourrait être réduit de 12%. En tant que région, nous devons prendre des mesures accélérées vis-à-vis du changement climatique et nous devons faire face à ces questions d'inégalité de genre et des questions connexes. À mon avis, à mon humble avis, nous devons faire très attention aux questions fondamentales suivantes. D'abord, des politiques et des lois qui améliorent la participation des femmes dans la transformation agricole. Cela doit être fait à tous les niveaux de l'État. Les effets négatifs du changement climatique sur les femmes et les groupes défavorisés pour aller au-delà de l'atténuation et des stratégies d'adaptation. Il faudrait qu'il y ait des interventions ciblées qui mettent l'accent sur les femmes et les autres acteurs similaires dans la chaîne de valeur agricole de nos États membres. Ensuite, troisièmement, il faudrait une approche de financement pour appuyer les différentes actions en mettant l'accent sur les femmes et les petits agriculteurs. Dans la plupart des pays, il n'y a pas d'accès au crédit pour les femmes agricultrices. L'accès à des ressources comme par exemple la technologie, l'eau et la terre, c'est extrêmement important pour créer un système agricole ou alimentaire résilient. Il y a des barrières de genre qui font que les femmes sont variables et sont vulnérables vis-à-vis de la production alimentaire. Les défis auxquels les femmes sont confrontées vont au-delà de ce que je viens de citer. Au niveau de la commission de la CEDEAO, nous sommes conscients de l'importance des femmes, surtout pour la réalisation des objectifs de souveraineté et de sécurité alimentaire tels que spécifiés dans la politique agricole de la CEDEAO. À cet égard, la commission de la CEDEAO a élaboré des programmes qui répondent aux défis des femmes, des jeunes, mais aussi des autres groupes défavorisés, notamment un programme de résilience et un programme de transformation agroécologique, un programme de développement agricole pour les jeunes, la gouvernance, également des interventions qui ciblent les aspects qui peuvent favoriser les femmes. La participation active des femmes et le développement des systèmes agricoles résilients dans la région. Il faudrait également qu'il y ait des actions collectives de la part des gouvernements et des populations de la région. Les parlementaires régionaux et nationaux jouent un rôle extrêmement important, on ne le dira jamais assez. En tant que représentants du peuple, les parlementaires ont l'obligation de faire le plaidoyer pour une augmentation de l'investissement dans le secteur agricole, ceci à tous les niveaux. Les déclarations de Maputo et de Malabo doivent être mises en œuvre et respectées par les États membres. L'investissement dans l'agriculture devrait aller au-delà du paiement des salaires des fonctionnaires. Nous devons investir dans la technologie, investir dans l'amélioration des chaînes de valeur, mais également dans les infrastructures rurales qui profiteront aux femmes, mais aussi aux autres groupes défavorisés. Des services de base, des services sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, demandent une attention accrue de la part des parlementaires. En tant que parlementaire, j'en appelle à vous tous pour qu'il y ait des lois correctes pour un système alimentaire résilient au climat, et cela doit impliquer tous les acteurs pour créer un système agricole beaucoup plus résilient dans les États membres de la CEDEAO. C'est beaucoup plus urgent, surtout maintenant que l'on fait face à la pandémie de la COVID-19. En conclusion, la commission de la CEDEAO continue à appuyer les États membres de la CEDEAO et pour travailler avec les parlementaires pour créer un système alimentaire résilient au climat et créer également la subsidiarité pour une CEDEAO des peuples qui fait face correctement à ces difficultés. Je voudrais également saisir cette opportunité pour vous souhaiter à tous la bienvenue à cet important webinaire. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous attendrons les résultats de ce webinaire pour d'autres actions à prendre au niveau de la commission de la CEDEAO, mais également au niveau de tous les États, les acteurs des États membres. Je souhaite une bonne réussite à ce webinaire et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ernest Oubé, et merci d'avoir
bien voulu lire la déclaration de M. Sangaré. Merci également d'avoir mis en exergue certains des engagements qui sont pris par la CEDEAO en tant que région et surtout en faisant le lien avec les systèmes alimentaires. Merci donc d'avoir mis l'accent sur cela et les engagements qui ont été pris. Je vais à présent donner la parole à l'autre présentateur, Outini Ozada, directeur adjoint Clément, division Clément à la FAO. Avant de cela, elle était responsable de la technologie. Il a travaillé pour le gouvernement. Il a travaillé également pour le gouvernement français pendant la présidence française de l'Union européenne en 2000. Monsieur Zitouni, donc, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience dans le domaine climatique, également directeur adjoint de la FAO. Monsieur Zitouni, j'ai l'honneur de vous donner la parole pour la leçon inaugurale. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde à cet événement. C'est un plaisir pour moi de me joindre à vous en ligne. Et je voudrais ici dire ma satisfaction avec au sujet de la collaboration avec ISD et Oxfam pour cette opportunité qui est offerte aux parlementaires pour discuter de ce sujet extrêmement important sur l'égalité de genre et les systèmes agricoles résilients vis-à-vis de la COVID-19, surtout en mettant l'accent sur le lien changement climatique, système alimentaire et égalité de genre. Nous venons juste de finir le sommet des Nations Unies sur le sommet sur l'alimentation et la question du genre était extrêmement importante et il y a des aspects qui doivent être bien abordés et nous allons vers d'autres événements importants et l'égalité des genres va être également extrêmement importante pendant un certain nombre d'années encore et nous devons faire en sorte que ce soit au cœur de toutes nos actions visant les objectifs de développement. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'éléments de preuve qui montrent comment le changement climatique impacte différemment, bien sûr, les femmes et les hommes, et la fréquence de vulnérabilité des femmes vis-à-vis du changement climatique. Et également, un impact différencié en termes de genre a été montré au niveau du changement climatique, surtout dans les zones rurales, qui montrent un certain nombre de choses. D'abord, l'insécurité alimentaire qui affecte surtout les femmes, de plus en plus de connaissances, ou plutôt la charge de travail pour les filles et les femmes, qui est de plus en plus grande dans les zones rurales pour l'accès à l'eau, mais également les boîtes de chauffe, mais aussi le fait que l'accès à la terre, dont a parlé M. Obey, l'accès à la terre, à la technologie, à l'eau, cela fait que les femmes ont un accès limité à cette propriété foncière. Il y a également un impact différencié au niveau de la migration et du climat, qui affecte beaucoup plus les femmes que les hommes. Avec cette pandémie, la COVID-19, il y a d'autres stress supplémentaires qui se sont imposés sur les gens, mais surtout plus sur les femmes que sur les hommes. Les femmes jouent un rôle extrêmement important quand on regarde le système alimentaire. Elles jouent un rôle important pour la production, la transformation, mais également la commercialisation des produits agricoles et les produits alimentaires. Comme je l'ai déjà dit avant, la COVID-19 a affecté leurs activités dans ces domaines et cela de façon très sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons environ 811 millions de personnes qui ont faim. La COVID-19
pourrait ajouter plus de 130 millions de personnes avec de l'insécurité alimentaire, ceci étant dû à la pandémie. Environ 2 tiers de ces personnes-là proviennent des pays à faible revenu et c'est surtout les femmes qui seront impactées. Puisqu'on parle du contexte de changer notre système agricole pour que ce soit beaucoup plus productif, beaucoup plus résilient et beaucoup plus inclusif, la question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut réaliser cette transformation du système agricole ou agroalimentaire si on n'apporte pas des changements qui incluent tout le monde. Et l'égalité de genre a un effet multiplicateur transformateur que, dont on a besoin désespérément. Cela veut dire que pour réaliser l'égalité de genre, nous avons besoin de changer, nous devons avoir des changements transformatifs en termes de genre. Nous en avons parlé depuis un bon moment maintenant, et le temps est venu de montrer qu'il y a des changements extrêmement importants au niveau de l'égalité de genre. Et c'est à travers le Parlement que nous devons faire en sorte que les femmes puissent arriver dans une position de pouvoir et de position de décision. Je vais vous donner un exemple. En fonction de notre expérience pour ce qui est des appuis qu'on apporte au pays dans le plan d'adaptation nationale ou dans leur contribution, nous avons l'égalité de genre qui n'est pas assez intégrée, assez prise en compte. Et cela doit être au niveau de la conception, c'est-à-dire au début et non vers la fin. Depuis le début, il faudrait que ce soit inclus dans tout le processus. Il faut que l'on renforce les capacités, les capacités pour concevoir et mettre en œuvre des interventions transformatrices de genre. Également dans le leadership, les compétences de négociation des femmes et des jeunes pour qu'elles puissent, ou ils puissent participer en termes d'égalité dans les débats qui vont venir, surtout en rapport avec la COP 26. Pour cette transformation de genre, surtout pour les femmes dans l'agriculture, je vais peut-être citer un autre exemple où on veut faire en sorte que l'équilibre des gens, surtout en termes de participation, soit une réalité dans les négociations au changement climatique lors de la COP 26 et au-delà. Et ici, je voudrais surtout parler de la formation qu'on a donnée aux experts pour les agricultrices qui vont participer à la prochaine COP 26 à Glasgow. Et ça, c'est extrêmement important parce que les femmes, comme je l'ai déjà dit, doivent participer, doivent aller à la table, surtout participer aux négociations pour partager les expériences, pour ainsi influencer les décisions. Et si l'on regarde plus largement, pour savoir pourquoi c'est important, cette participation des femmes, il faut s'intéresser à l'exemple du renforcement des capacités des femmes qui doivent renforcer les capacités des filles pour qu'elles puissent être mieux renforcer les capacités des femmes, c'est 2 fois plus qu'amener les filles à l'école. Il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui ne sont pas éduquées à l'école. Et donc, cela permet de diminuer la pauvreté, la technologie, au téléphone mobile. C'est extrêmement important dans certaines cultures. Nous savons que malheureusement, les femmes n'ont pas le droit d'avoir des téléphones portables. Nous avons également besoin d'avoir des cibles de genre. J'en parle depuis quelque temps, mais nous avons besoin de résultats concrets et résultats tangibles dans des objectifs qu'on veut réaliser dans le cadre de l'agenda genre et faire preuve de transparence. Et je pense que cela pourra être extrêmement utile. Au niveau de la FAO, comme le font beaucoup de collègues, nous appuyons beaucoup de collègues en
intégrant la question du genre dans les politiques de climat, les plans d'action de climat. Ceci à travers un certain nombre d'activités de projets, notamment celui dont j'ai parlé, les nappes et les déchets, mais également dans le cadre d'autres partenariats, le- les alliances mondiales, le GEF, les projets GEF et JCS, mais également notre collaboration avec certains partenaires majeurs, la Banque mondiale, le FIDA, ICGR, etc., d'autres, pour nous assurer que nous avons quelques euh, réalisations cohérentes avec les méthodologies, les pratiques liées au climat. Pour terminer, je pense qu'il y a un hiatus majeur que nous devons concevoir pour mettre en œuvre des politiques. On a besoin de nous intéresser à ce nexus entre genre, égalité de genre, changement climatique et agriculture. Et j'espère que cet événement d'aujourd'hui, avec la présence des parlementaires, va nous aider à véritablement faire face à ce hiatus ou bien ce gap. Et je voudrais donc ici exprimer les, tout mon appui à ces parlementaires dans le cadre de cet agenda pour que l'on puisse lever les obstacles pour réaliser l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans les processus de changement climatique et pour faire avancer les actions liées au climat. Donc, encore une fois, merci d'avoir pris de votre temps pour participer à cet événement et je vous souhaite une bonne discussion. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous jusqu'à la fin de l'événement, mais j'attends avec impatience les résultats de vos discussions pour savoir ce qu'on pourra apporter avec nous au niveau de la COP26. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Zitouni. C'est vraiment une déclaration très puissante. Vous avez revenu sur beaucoup de choses dont nous allons parler plus tard. Malheureusement, vous devez partir, mais nous comprenons que vous avez un agenda très chargé et nous ferons en sorte que vous puissiez accéder aux résultats de ce webinaire. Merci d'avoir mis le doigt sur les questions liées à l'autonomisation des femmes, faire en sorte que les femmes puissent participer aux discussions autour de la table. Et évidemment, ça, c'est extrêmement important pour la FAO. Merci aussi pour nous avoir rappelé comment les processus internationaux n'ont pas assez intégré la question du genre et nous allons y revenir dans les notes. Merci encore une fois d'avoir souligné cela et nous vous souhaitons le meilleur et vous remercions en même temps. Nous passons à la prochaine session, la deuxième session, où nous allons maintenant aller un peu plus en profondeur sur les questions qui ont été soulevées par nos orateurs. Et nous voulons parler des questions liées au cadre juridique, à la loi, etc. Je sais très bien que M. Zitouni a parlé de l'importance de la législation et la conception des lois, des politiques tout au début, faire en sorte que la question du genre est prise en compte. Ça, c'est extrêmement important et on va en discuter davantage dans la session. Cette session est organisée pour que l'on puisse commencer à comprendre certains de ces processus au niveau gouvernemental, pour comprendre ce qui se passe au niveau international, au niveau national, au niveau sous-national, mais également au niveau communautaire. C'est très important pour savoir comment l'engagement se reflète au niveau local et quels sont les défis auxquels les pays sont confrontés. Notre premier orateur, c'est Madame Angie Days. Bon, voilà, elle va nous parler des plans d'adaptation nationaux au niveau de ASD, pour voir comment ça se reflète au niveau national. Quelle est l'expérience des pays africains pour ce qui est de la prise en compte des genres dans les plans d'adaptation nationaux? Madame Angie, vous avez la parole.
Ceci est un processus stratégique qui est souvent coordonné par le ministère de l'Environnement. C'est pour travailler en matière d'adaptation à différents niveaux de gouvernement et nous travaillons afin de s'assurer que l'adaptation est utilisée tous les jours. Et c'est un mécanisme clé pour atteindre le but global pour l'adaptation. Beaucoup de pays choisissent de développer des plans NAP et ce qu'il faut se rappeler que c'est un processus itératif, c'est un cycle continu pour la supervision et également il faut du financement, des arrangements institutionnels et partage d'informations. Pourquoi devons-nous considérer le genre dans ce processus? Nous avons entendu les questions qui nous interpellent. Les processus NAP sont un processus essentiel pour l'adaptation au changement climatique, l'adaptation au niveau du gouvernement, au secteur privé. Mais ce que ça veut dire, c'est que cela représente des opportunités pour promouvoir l'égalité genre. Et d'ailleurs, ces approches sont essentielles pour l'atteinte de nos objectifs. Il y a un impératif des droits humains et ceci est réitéré dans les décisions de l'ONU. Les processus NAP ne sont pas durables s'ils ne prennent pas en compte la question genre. Et il faut que l'action sur le changement climatique fasse attention au genre. À quoi ça ressemble quand l'adaptation au changement climatique est sensible aux genre? Il y a trois éléments. C'est la recognition des différences de genre dans les besoins d'adaptation et les capacités, par exemple, reconnaître le fait que les hommes et les femmes jouent des rôles différents dans le foyer et leurs besoins d'adaptation vont différer. Et nous avons entendu parler des besoins en matière d'adaptation et la participation équitable dans la prise de décision. Et cela, c'est pour s'assurer que tout le monde a une voix dans les décisions qui affectent leur vie et de s'assurer qu'il y a une représentation équitable des femmes dans le processus de prise de décision, y compris les processus NAP, et une approche équitable et des autres bénéfices qui découlent de l'adaptation. Et ces questions doivent être considérées dans le processus entier de NAP. Au Global Network, nous avons suivi les documents qui sont soumis au l'UNFCCC. Quand nous parlons des documents NAP, dans cette conversation, c'est tous les pays ont identifié l'agriculture comme un secteur important. Donc, c'est une opportunité pour promouvoir les questions genre. 23 pays ont soumis le document NAP au UNFCCC et d'autres pays vont également envoyer leurs documents. Et parmi les documents, 5 pays africains, y compris 2 pays de la CEDEAO, ont soumis leurs documents. Et il y a 96 pays, de ces documents NAP font référence à la question de genre et parmi les pays africains, le NAP font référence au genre et ces références sont des principes directeurs pour le processus NAP et ce n'est que le point de départ et c'est une conclusion importante. Les pays reconnaissent que la question est importante, la question genre est importante. Donc, les processus NAP sont plus que des documents. Je vais vous montrer des exemples concrets pour vous montrer comment les pays intègrent la question genre.
Premier exemple, Madagascar, où le gouvernement a terminé une analyse genre au début du processus NAP. Et ceci a mis en exergue le fait que les fermiers femmes n'ont pas accès au financement et que cela limite leurs options. Les questions et recommandations ont été incorporées dans le document NAP qui va être soumis au UNFCCC. Deuxième exemple, c'est l'Éthiopie où une analyse genre a été adoptée après l'adaptation du NAP. Ils ont considéré les questions et ils se sont rendus compte que la mise en œuvre de ces actions doit être sensible au genre. Donc, l'une des recommandations, c'est de s'assurer que le Agricultural Extensive Service soit plus sensible au genre. Troisième exemple, c'est au Ghana. Et là, parler de photographie et la manière de raconter des histoires dans les différents segments de la population. Les politiques vont on va partager ces documents avec ceux qui prennent les décisions. Nous avons appris plusieurs leçons, mais je vais partager 3 leçons clés. L'analyse de genre est importante. Les pays qui ont fait ces analyses ont des preuves pour informer la prise de décision. Et il faut davantage pour savoir qui est autour de la table quand on prend des décisions sur l'adaptation et au niveau local, international, et bien sûr toutes les décisions qui ont trait au planning et à la mise en œuvre. Et ça, bien sûr, l'expertise genre existe dans la plupart des pays, mais comment s'en servir au niveau des pays? On m'a demandé de parler de ce que les parlementaires peuvent faire. Conscientiser sur l'importance de l'intégration de genre dans les politiques climatiques. Vous avez une plateforme, vous pouvez vous en servir pour sensibiliser les populations et les projets, les budgets pour des plans sensibles au genre et de reconnaître que les processus inclusifs prennent plus de temps et identifier et d'assister ces femmes, surtout ceux qui viennent des groupes sous-représentés et parmi ceux qui travaillent en matière d'adaptation. Merci. Merci, Angie. C'était très intéressant et nous avons beaucoup appris et je vous remercie de nous assurer qu'il y a de l'espoir, que l'espoir est permis. Il y a des pays qui font beaucoup, vous avez parlé de 96%, ce n'est que le début, les premières esquisses et on pourra faire davantage, c'est un bon signe. Mais le fait que vous nous avez montré des exemples de personnes qui sont à différents niveaux, qu'il ne faut pas qu'on soit au début, au milieu ou même à la fin. Mais tout ce qu'il faut, c'est d'être capable d'intégrer la question genre et que c'est très important. Merci d'avoir mis en exergue le rôle qui incombe aux parlementaires et qui peuvent les parlementaires peuvent soutenir les budgets genre pour le changement climatique et de lier cela à ce que les autres orateurs ont dit, d'amener les voix autour de la table et d'autonomiser les femmes. Merci beaucoup. Je voulais rappeler de participer que vous pouvez poser des questions utilisant l'icône Q&A, questions-réponses. Si vous avez des questions, nous pourrons prendre ces questions. Nous aurons une séance questions-réponses à la fin. Je ne sais pas si le prochain
orateur est là. Est-ce que Honorable José Camaro est ici dans la salle? Vous voyez m'informer s'il est là. Il semblerait que Monsieur Honorable José Camaro n'est pas là. Il est un membre de l'Assemblée de Kenya. Il allait partager des expériences dans son pays. Nous lui donnons le temps de se joindre à la réunion et maintenant nous avons l'autre Monsieur Pakongiro. C'est un expert genre Côte d'Ivoire et il va partager l'expérience à savoir comment son pays a intégré les gens dans le politique climatique. Il va parler français, donc vous pouvez l'écouter en anglais. Okay. Allô? Merci, madame. OK. Essentiellement, comme madame l'a introduit tout à l'heure, nous allons partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'intégration des questions de genre dans la politique climatique en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que l'ancrage de cet engagement, de ce processus-là, prend forme dans le fait que la Côte d'Ivoire, à travers les deux ministères qui portent la question de l'environnement et la question du genre, se sont engagés à souscrire aux instruments, aux principes internationaux de lutte contre les changements climatiques et de lutte contre les inégalités de genre. Ainsi, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire, a adhéré, je veux dire, à la politique de lutte contre les changements climatiques au niveau international à travers la ratification de l'accord de Paris, donc qui engage tous les pays, et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste à cette marche. Également au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Environnement, qui porte au niveau gouvernemental et national des questions liées au genre, il y a eu l'engagement de la Côte d'Ivoire à travers la déclaration de Beijing de 1995, mais avec tout le protocole additionnel et tous les instruments, je veux parler de la CEDEF, tout et tout. Et au niveau national, des structures opérationnelles ont été mises en œuvre. Donc, nous avons le Programme national changement climatique, qui est l'entité opérationnelle de la mise en œuvre de la politique climatique de la Côte d'Ivoire, qui dépend du ministère de l'Environnement. Et nous avons la direction du genre et de l'équité du ministère de la Famille. Donc, à travers ces deux entités opérationnelles, tout le processus de mobilisation de toute la communauté va se mettre en place. Et c'est ainsi qu'au niveau du PNCC, comme je l'ai dit, le programme, il y a l'existence de la cellule genre et inclusion sociale qui va porter toute la préoccupation de l'intégration des questions de genre au niveau de l'action climatique, avec la désignation d'un point focal national genre et changement climatique par la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques. Avec cette volonté administrative, nous avons en 2020 l'élaboration de la stratégie nationale genre et changement climatique qui a pour objectif d'ici 2030 de faire intégrer de façon systématique les questions de genre dans les politiques climatiques. À côté de cet engagement au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons le ministère de la Femme qui a aussi un document cadre, un document d'orientation avec un plan d'action qui est la politique nationale genre, qui a été écrite en 2009 et qui est en révision. Et fort du constat que les deux thématiques, genre et changement climatique, sont transversales pour adresser les questions de développement, donc le PNUD a appuyé le ministère de la Femme à intégrer les questions de changement climatique dans le document de politique en révision.
Ça, c'est au niveau stratégique. Mais comment accompagner tout ce processus pour donner forme et vie à cette volonté? Donc, tout de suite, il y a la mobilisation de l'action collective à travers la création de la plateforme Genre et changement climatique au niveau du PNCC, pilotée par la cellule Genre et inclusion sociale, qui va mobiliser tous les acteurs nationaux qui travaillent sur les questions genre et changement climatique afin de les outiller de telle sorte que nous puissions, on arrive à avoir un pool d'experts genre et changement climatique qui vont désormais travailler à mobiliser toute la communauté, tous les sectoriels pour que les questions de genre, le lien genre et changement climatique soient intégrés dans les politiques, programmes et projets, planification au niveau national. Donc, cette plateforme a travaillé à l'élaboration de documents de plaidoyer et de documents de collaboration institutionnelle, pour l'instant, entre le ministère de la Femme et le ministère de l'Environnement, pour booster au niveau national et amener les décideurs de haut niveau à impulser une nouvelle dynamique en matière de prise en compte des questions de l'appréciation de la différence entre les hommes et les femmes impactés par les questions de changement climatique. Donc, à travers cette plateforme, il y a eu des sessions de renforcement de capacités des acteurs du secteur public, du secteur privé, les organisations de la société civile et des médias. Donc, cette collaboration continue toujours de faire son chemin et commence à mobiliser. Mais pour pouvoir travailler de façon active, il y a l'appui des partenaires techniques et financiers, dont l'ISD, à travers le gouvernement canadien, qui nous a apporté un appui pour que le plan national d'adaptation, voilà, le NAP, réponde aux questions de genre en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi le PNUD à travers les trois projets mis en œuvre en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Je veux parler du NAP qui est financé par le JCF, le NDC Support financé par l'Union européenne et le BMZ, gouvernement allemand, et le CBIT qui est financé par le FEM. Donc, toute cette mobilisation des partenaires avec ceux du système des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, le PNUE et la Convention d'Abidjan a permis aux acteurs d'avoir cette capacité de pouvoir conduire aujourd'hui un processus qui permet de mobiliser toute la communauté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour qu'un protocole d'accord soit signé entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable et la ministre de la Femme pour porter cette fois-ci au niveau gouvernemental cette préoccupation de l'intégration des questions genre et changement climatique dans toute la politique. Et je vais vous dire que le plan national de développement PND 2021-2025 intègre désormais les questions de genre, les questions de changement climatique. Donc, au niveau institutionnel, l'ancrage est là. Le cadre est favorable. Et avec cet outil d'action collective qui est la plateforme Genre et changement climatique, nous sommes passés à une autre phase qui a, avec un autre mécanisme que nous avons appelé le dialogue national structuré autour de l'intégration des questions genre et changement climatique dans les politiques au niveau national. Cette plateforme est plus élargie que la première parce qu'elle prend en compte tous les sectoriels et aujourd'hui, nous avons pu mobiliser une soixantaine d'acteurs au niveau national avec les PTF qui travaillent à intégrer au niveau sectoriel toutes les questions genre et changement climatique. Donc, voici l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de mobilisation de toutes les synergies, de toutes les personnes qui travaillent sur les questions, sur la thématique genre et changement climatique. Et pour lier aux questions liées à la thématique de cette rencontre, prendre en compte les questions de l'agriculture, au niveau du projet NAP-GCF qui est mis en œuvre par le PNUD, nous avons une étude qui est en cours. L'étude, c'est d'évaluer le potentiel des femmes des communautés rurales face à l'adaptation au changement climatique. Comment faire de telle sorte que prendre en compte désormais
les besoins réels de ces femmes-là qui, jour et nuit, développent des stratégies de résilience face au changement climatique. Cette étude en cours et nous sommes convaincus que les recommandations et les résultats de cette étude vont nous permettre d'accompagner toute la politique en vigueur. Et l'autre chose, c'est que le projet CBIT, qui travaille sur la transparence climatique, sur les questions de calcul des émissions de gaz à effet de serre, a travaillé avec, a recruté des consultants, et il y a un avant-projet de loi sur les changements climatiques, dans lequel l'avant-projet, qui est au niveau du ministère de l'Environnement, traite de toutes les questions liées aux thématiques connexes à l'environnement et au changement climatique. Donc, les questions de l'agriculture, les questions de genre sont bien intégrées dans ce projet de loi, et on espère qu'avec toute la dynamique qui est actuellement en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire, ce projet de loi va un jour atterrir à l'Assemblée nationale, et nous voulons dire merci parce que à travers la mobilisation des acteurs, comme j'ai indiqué tout à l'heure, on a l'Assemblée nationale qui participe à nos activités, et certainement l'honorable Kwasi Virginie, qui est la présidente du caucus des femmes parlementaires. Nous sommes dans un processus, juste après, à la reprise de la session parlementaire, nous allons entamer le plaidoyer, le lobbying auprès de nos députés pour nous accompagner dans cet élan en matière d'intégration des questions genre et changement climatique. Donc, voici l'économie de l'engagement de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir mis l'accent sur un point extrêmement important. J'ai bien aimé l'analyse de genre dont vous avez parlé, et c'est très important pour savoir quels sont les défis de genre et comment cela peut être inclus dans le travail. Mais vous avez également parlé de coordination, toute l'importance d'avoir un MOU entre les différents ministères pour qu'ils puissent travailler correctement. C'est très important parce que les autres pays veulent également s'inspirer de cela. S'il y a d'autres questions, je vous invite à utiliser la boîte de conversation. N'hésitez pas à le faire. Je vois des noms, des mains qui sont levées. Mais le dernier orateur, c'est Ms. Colette Binoudji, coordonnatrice du chat, malheureusement, du fait des circonstances difficiles à maîtriser. Elle n'a pas été en mesure de participer. Cependant, c'est Ngabou Daniel qui va faire sa présentation. 7 minutes, Ngabou Daniel. Si vous pouvez faire en 5 minutes, ce sera bien déjà. Monsieur Ngabou Daniel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Ok, merci. Ok, merci. Donc, au niveau du cadre, l'expérience en matière de genre, ce qui est fait au niveau national, c'est que jusqu'à là, le gouvernement a adopté la politique nationale genre, qui est maintenant en vigueur depuis 2017, avec sa loi d'application. Et parallèlement à cela, il y a également la politique nationale du développement, le PND 2017 jusqu'en 2021, qui prend en compte la question genre, surtout à travers l'ODD 5. Et sur les questions de climat et de genre, il y a 2 ministères en ce moment. Il y a le ministère d'abord de l'Environnement et du Développement durable,
et à le ministère de la Femme qui conjugue leurs efforts pour soutenir les activités en matière de genre au Tchad, surtout avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Il y a quand même assez de choses qui sont en train d'être faites, que les partenaires sont en train d'appuyer. Et sur le plan des politiques également, au niveau du Tchad, il y a des fonds qui sont mis en place, mais ces fonds-là ne sont pas encore vraiment fonctionnels. On espère que d'un moment à l'autre, quand ces fonds vont être fonctionnels, peut-être que les femmes auront accès à ces fonds. Et pour l'opérationnalisation de tout cela, au niveau, par exemple, de notre organisation Lead Tchad, nous avons mis en place une plateforme dénommée plateforme de Agora 30 de la résilience au Tchad, qui comprend toutes les entités, c'est-à-dire qu'il y a les ministères sectoriels, il y a les organisations de la société civile, il y a l'Assemblée, les élus, tout ça. Donc, au niveau de l'Assemblée, il y a 2 personnes qui siègent au niveau de cette plateforme à toutes les réunions. Et parallèlement à cela, également au niveau, par exemple, de l'Assemblée, je crois que tous les plaidoyers qui ont été faits ont conduit l'Assemblée à prendre une loi où les femmes doivent être représentées à plus de 30% dans les fonctions électives et tout ça. Donc, en ce moment même, la nouvelle assemblée qui vient d'être mise en place par le comité militaire de transition, sur 93 membres, il y a 31 femmes. Il y a 31 femmes, donc c'est des avancées. Je pense que la voix de ces femmes-là, au niveau de l'Assemblée, fera vraiment porter les choses au plus haut niveau. Le grand problème ici au niveau du Tchad, surtout en prenant la question du genre et du changement climatique, c'est vraiment le problème d'accès aux ressources naturelles. C'est le problème d'accès aux ressources naturelles. Le Tchad, c'est un pays très vaste, donc si on prend les 3 zones bioclimatiques de ce pays, les problèmes diffèrent d'une zone à une autre, mais c'est très, très criard. Par exemple, dans la bande sahélienne. Donc, il y a un effort également qui est en train d'être fait dans ce sens pour que les femmes aient vraiment accès aux ressources naturelles, surtout à la terre et à l'eau. Ce sont là les questions vraiment très, très, très sensibles parce qu'il y a une forte dégradation de terre et puis il y a un manque d'eau également. Et là, au niveau de la politique du gouvernement, ils sont en train on réalise beaucoup des actions dans ce sens pour essayer de juguler ce problème. Et parallèlement à cela, je crois que le leader est en train d'appuyer le gouvernement, surtout dans le plan d'action nationale, surtout l'élaboration de ce plan. Et là, en ce moment, on est en train de valider le document Profil pays pour l'intégration du genre dans le plan d'action national. Donc, si ce document est validé, ça va être partagé pour que le public puisse vraiment prendre en compte l'aspect genre dans le plan national d'adaptation, intégrer vraiment cet aspect dans le plan national d'adaptation. Voilà, donc je vous remercie. Honorable Angélique Gomin, voudrait prendre la parole. Angélique Gomin, vous avez la parole.
soient des stratégies concrètes, réalistes et bancables. Parce que la difficulté est souvent de passer quand il faut. Okay, thank you. We have lost the speaker, so we will continue. Donc, on va continuer et puis laisser à Madame Ngoma la possibilité de reprendre. Je ne sais pas si elle est encore revenue parmi nous, mais si elle revient en ligne, on lui donnera la possibilité. Vous êtes de retour? Voilà, donc on vous donne 1 minute encore, honorable. Encore 1 minute. On vous entend, madame. On vous entend, madame. Parler de changement climatique, cela sous-entend mettre en place des stratégies aussi agricoles au-delà de l'économique, parce que vivre sans agriculture de par l'évolution actuelle, et quand on sait que ce sont les femmes qui à 70% font le travail de la terre, que nous bien évidemment nous arrêter sur ces préoccupations. Mais pour qu'elles puissent aisément travailler, il y a aussi dans l'environnement sain qui concerne bien évidemment la santé, où des stratégies doivent être mises en place pour essayer de ne plus avoir ce fossé entre le nord et le sud. Mais si nous devons lutter contre les épidémies, les pandémies par la suite, il est tout à fait indiqué que des actions de recherche et développement soient mises en œuvre et que pour cela, comme c'est le cas pour ce qui est de la COVID-19, ce vaccin soit considéré comme un bien universel et qu'il n'y ait pas de disparité dans sa mise à disposition entre pays pauvres, pays riches, hautement endettés et autres. Et quand des personnes sont concernées par ces préoccupations, ça va de soi que le monde s'interroge, que l'on puisse interpeller les pays les plus développés pour venir en aide, parce que des pays très endettés ne pourront pas s'occuper de leur population. Et s'il n'y a pas de population, ben, l'économie mondiale ne tournera pas. Et nous pensons que de lien en lien, il y a bien évidemment l'homme qui est au centre de toutes ces préoccupations et que toutes les stratégies idoines doivent être faites pour l'homme, par l'homme et avec l'homme. Il en va de l'avenir de l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU disait il y a encore quelques mois qu'hier, on ne pensait qu'à une crise sanitaire. Aujourd'hui, cette crise est devenue humanitaire, parce que, bien évidemment, le changement climatique, il nous faut être réaliste. Il faut que chacun des États concernés prenne aussi ses responsabilités, notamment ce qui concerne, par exemple, le volet pollueur, État pollueur-payeur. Qui va payer la lourde responsabilité? Qui va accompagner? Qui va aider à asseoir des stratégies de Thank you so much, Honorable Donc, Ngoma. nous pensons que les coûts moyens doivent être dégagés. Thank you. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et encore bravo pour l'initiative de cette rencontre. Et le Gabon est tout à fait intéressé. Et moi, en ma qualité de députée de la francophonie et présidente de la commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale du Gabon. Merci. Once again, thank you very much, Honorable Ngoma, and apologies for having interrupting you. We have connectivity problems, and so thank you once again for sharing the experiences and for raising some of those issues that you raised from Gabon. And we'll have an opportunity once the speakers are done to come back on these very issues. So thank you once again. I'm going to put on hold the questions that have been posed for now, and give the floor to the second part of our discussion, which is the multi-stakeholder dialogue. And when we have time, we will take those questions. But I urge panelists to reply to these questions online by typing the responses there. Otherwise, we'll give the floor again to the questions later. But I would like to move on now to the second session, which is the multi-stakeholder dialogue. This is the third and final session that we're having. And this session will look at the voices of the different actors. So we're going to speak to parliamentarians, we're going to speak to governments,
We're going to speak to youth and another parliamentarian as well from the Women's Caucus. So this is going to be very interesting, and I really like to keep this as interactive as possible. If you have any questions, please raise your hand or put them in the chat box. So the first speaker will be Honorable Bathalie Kassa, who is a member of parliament from Benin. Honorable Kassa, you have the floor. You have 6 minutes. Thank you. Merci beaucoup à vous, madame. J'espère que vous m'entendez. Le Bénin, comme beaucoup de pays au monde, subit de plein fouet également les effets du changement climatique. Et je pense que avec l'adhésion du Bénin à l'accord de Paris 2016, il a été question d'abord au niveau national de mettre en place un cadre législatif réglementaire pour essayer de voir comment juguler les questions de changement climatique. C'est ce qui a été l'occasion de la loi 2018-8 qui a été adoptée le 6 août 2018 par le Parlement béninois. Une fois cette loi adoptée, il y a eu des dispositions au niveau de chacune des institutions de la République, notamment au niveau du gouvernement, pour faire en sorte que les maillons qui sont affectés par les changements climatiques soient pris en considération de manière à juguler de façon plus efficace l'effet des changements climatiques. Quels sont ces maillons? C'est lorsque nous parlons de l'approche genre. Le genre, dans quelle dimension? Toutes les stratégies au Bénin sont basées sur à peu près l'égalité des chances, la mise en conformité de l'accès aux différentes ressources qui permettent à chacun de résister au changement climatique ou de s'adapter au changement climatique. Quand on regarde le genre, c'est vrai, quand on dit genre, j'ai entendu beaucoup ici, on fait toujours allusion à la femme, mais il y a aussi le genre homme, masculin, qui est un peu affecté lorsqu'il s'agit des plus jeunes. Donc, toutes les approches qui ont été prises en compte au niveau national, c'est aussi bien pour pour améliorer les conditions de la femme que pour améliorer les conditions des jeunes, puisque les deux types sont considérés comme les plus vulnérables. Les facteurs de vulnérabilité, nous les connaissons très bien. C'est beaucoup plus l'accès aux ressources de production, aux facteurs de production, notamment étant donné que plus de 80% de la population féminine et des jeunes s'est adressée au monde rural, l'agriculture, c'est l'accès à la terre. On n'a pas égal accès à la terre. Donc, il y a eu des programmes spécifiques qui s'adressent à cela. C'est également l'accès aux intrants agricoles, l'accès aux mécanisations de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, on ne peut plus continuer de nous adapter avec les outils rudimentaires, les outils dépassés, la daba et la roue. Il faut aller à une mécanisation. Mais lorsqu'on dit aller à une mécanisation, est-ce que les femmes, est-ce que les plus jeunes, donc les plus démunis, est-ce qu'ils ont accès, égal accès à ces facteurs de production? Je pense qu'il y a eu, c'est vrai, un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été mis en place. Et maintenant, chaque secteur, chaque ministère, je devais dire, et chaque institution, chaque structure décentralisée, notamment au niveau des communes, met en place un dispositif approprié pour faire en sorte que dans ces secteurs-là, des activités concrètes, des actions concrètes soient adressées à ces plus vulnérables que sont la femme,
et les plus jeunes. Dans l'agriculture, je vais citer beaucoup de projets qui sont, il y a par exemple l'agriculture intelligente face au changement climatique. Et c'est un programme qui concerne au moins 17 grandes zones de notre pays. Il y a également des adaptations, des financements adaptés dans certains programmes qui étaient en vigueur, notamment le Fonds national pour le développement de l'agriculture, notamment un programme qui développe les grandes plantations. Voilà un certain nombre d'initiatives dans ce secteur-là qui sont, pour lesquelles plutôt les programmes ont été revus pour mettre en place un financement spécial. Au niveau de chacune des activités, pour permettre à l'État de contrôler efficacement les initiatives qui sont écrites, parce qu'il ne sert à rien d'aller adopter des gros documents et pour faire plaisir aux autres institutions internationales, mais il faut bien mettre un dispositif de suivi interne. Ça fait que au niveau du ministère en charge de la famille, il y a eu la désignation des points focaux par secteur d'activité, par structure ministérielle, je veux dire, par structure ministérielle, par structure décentralisée. Dans chaque ministère, nous avons un point focal genre. Un point focal genre qui veille à l'évaluation de la politique du ministère et qui dénonce dans la conférence des points focaux genre sur l'évolution de l'accompagnement des initiatives publiques quant aux gens pour juguler les changements climatiques. Donc, voilà à peu près résumé de façon succincte les initiatives, quelques initiatives, le dispositif réglementaire et institutionnel qui est mis en place au niveau du Bénin pour faire en sorte que les déclarations puissent être suivies d'actes. Maintenant, au niveau parlementaire, comment est-ce que les parlementaires vont accompagner ces initiatives, ce mouvement national? C'est d'abord à travers la vérification de la budgétisation en faveur du genre. À chaque budget, nous voyons au niveau de chaque ministère quels sont les programmes qui sont en faveur du genre pour l'adaptation au changement climatique. Si ces programmes sont mal renforcés, sont mal plutôt fournis, nous procédons à leur renforcement. Mais également, je voulais suggérer ici qu'il soit adopté des appuis. Vous savez, les États n'aiment pas la deuxième fonction du parlementaire, qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Et lorsque même le Parlement met des moyens dans son budget pour contrôler l'action du gouvernement, ces moyens sont libérés difficilement. Et ça fait qu'on est un peu en panne dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il est important aussi que les ONG puissent appuyer les parlementaires pour contrôler les différents programmes qui sont adoptés par le Parlement et qui sont adoptés également par les gouvernants pour accompagner le genre en faveur pour inverser plutôt les effets néfastes des changements climatiques. S'il n'y a pas ce genre de financement indépendant, vous ne pouvez pas dénoncer, vous ne pouvez pas prendre des mesures fortes pouvant faire exécuter ce qui est réellement prévu. Ça va rester en termes de politique, mais pas en termes d'action. Et je crois que ce n'est pas ce que nous voulons. Voilà, mais je voulais saluer une fois la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, qui vient de redynamiser l'Institut national de la femme, dont un des rôles sera également le suivi de tout ce qui est mesures prises pour, en faveur plutôt du genre. Je vous remercie, madame. Thank you very much. I was listening attentively at what you were saying, and all the measures that you've talked about, they resonate very well
with this discussion because you're going into the crux of the matter. What can parliamentarians do? And you talk about how it's important to walk the talk. So it's good enough. It's at the starting point. We have this gender. We talk about gender is important in these areas. But now, how does that translate that into real action? Walk the talk. And I really like that. You also talked about monitoring systems, which is what we haven't heard earlier. And thank you for highlighting the issue around monitoring systems. And you also talked about the role of non-state actors, issues of how to involve NGOs and so on. So this is great, and we think this is for other countries a lot to learn from. At this point, I would like to introduce the next speaker. The next speaker is from government, Dr. Tassila Banda. Dr. Tassila Banda is a coordinator for the Zambia Integrated Forest Landscape with the government of Zambia. Dr. Tassila Banda will talk to us about some of the interventions, how they integrated gender into this project, what are the successes and failures, and what are the role that parliamentarians can take in promoting gender in forest-based integrated landscape management projects. Thank you. Over to you, Tassila. Thank you, Kothum. May I express my gratitude for inviting me to speak at this meeting. Parler à cette réunion, je voudrais là vous montrer certaines choses que nous faisons dans l'exécution de ces activités sur le terrain avec les communautés avec lesquelles nous travaillons. Le projet Paysage forestier intégré de Zambie est un programme financier qui aide les communautés à changer les paysages pour en faire une économie verte qui émet moins de CO2 dans le secteur de l'agriculture, la foresterie, et la faune et la planification des sols. Je voudrais ici partager avec vous le fait que la Zambie a un plan d'action genre changement climatique qui est cohérent dans sa mise en œuvre, mais également qui stimule la coopération parmi différents ministères, départements, programmes, agences et tous les acteurs qui sont intéressés par le changement climatique, le genre. L'objectif de ce plan d'action genre changement climatique, c'est pour faire en sorte que les procédures, les interventions changement climatique genre prennent en compte la question du genre pour faire en sorte que les hommes et les femmes, d'abord, ont accès et puis, deuxièmement, sont en mesure de participer, troisièmement, tirent profit des initiatives de changement climatique de façon équitable. Les plans d'action changement climatique, dans le cadre des politiques existent, surtout la politique changement climatique, mais également la politique de l'agenda national. Et comment est-ce que le projet comme le nôtre couvre le paysage beaucoup plus grand, c'est-à-dire de la taille des Pays-Bas? Et si vous commencez à travailler avec différentes communautés, et l'idée principale étant de faire en sorte qu'il y ait une participation équitable dans ces interventions, alors nous avons un cadre de résultats qui nous guide dans notre mise en œuvre, mais également des activités de suivi. Nous avons également des indicateurs qui nous permettent de mesurer. Le premier indicateur, c'est quels sont les hectares que l'on couvre pour cet exercice. Et ensuite, quelles sont les superficies qu'on encourage pour la gestion correcte. Et ceci est mesuré en hectares. Ensuite, troisième indicateur, c'est là où nous devons évaluer l'augmentation des revenus de certains produits et un pourcentage. Et le dernier indicateur, parmi les quatre, c'est combien de bénéficiaires on arrive à toucher avec ces interventions. Le sous-indicateur de cela qui est très pertinent pour cette réunion qu'on a aujourd'hui, c'est plus de 30% de cela devrait être des femmes. Donc, nous avons commencé à mettre en œuvre en 2018
avec l'objectif de toucher 30% des femmes. Nous avons cherché à renforcer les institutions jusqu'au niveau communautaire. Cela nous a pris du temps, mais surtout pour toucher tout le monde depuis le début du projet. Nous avons élaboré une stratégie du projet, une stratégie de genre pour le projet, de sorte que l'on puisse au moins nous amener à agir sur ces problématiques. Et il y a également une analyse des genres, mais également une intégration des genres. Ce qui veut dire que pour chaque action, pour chaque intervention qu'on met en œuvre, nous devons prendre en considération combien de femmes, combien d'hommes. Et plus tard, on a commencé à introduire des jeunes qui doivent être touchés par ces activités. Avec les stratégies de genre spécifiques au projet, nous avons vu que cela nous aide véritablement à toucher davantage. Quant à notre cible, à notre intention, nous avons identifié également le rôle des femmes, surtout pour ce qui est de la participation, l'agriculture durable, également en rapport avec la gestion durable de la forêt. Ensuite, nous avons pu affirmer la part des femmes et des hommes dans ce secteur dont j'ai parlé, là où nous mettons en œuvre nos interventions. Et ensuite, nous avons été en mesure de traduire la politique nationale de genre en action au niveau communautaire dans le cadre de ce financement climat et faible émission de carbone. Les résultats sont déjà disponibles, on peut partager. Et je vous le disais, avant, il fallait toucher 30% des femmes. Nous avons fait la vérification en 2020. Nous avons élaboré une évaluation des bénéficiaires, de l'impact sur les bénéficiaires, et on a pu prendre en compte les équipes qui faisaient ces activités de pré-recensement, et nos résultats nous ont montré que nous avons pu toucher en 2020 jusqu'à 70% plutôt, 70% des femmes, et nous sommes très heureux. Et maintenant, au moment où je vous parle, la même équipe est sur le terrain pour faire l'évaluation de l'impact. Et ces résultats, je suis sûr, on les aura d'ici la COP26. Vous avez posé une question sur ces éléments de succès. On peut dire 4 choses. Le succès le plus éclatant, c'est qu'on a pu toucher ces pourcentages des femmes qui ont participé à toutes ces actions. Ensuite, notre deuxième réussite, c'est être en mesure de collaborer de façon réussie avec le ministère du genre, qui avait un programme avancé où il ciblait les coopératives dirigées par les femmes dans l'agriculture. Nous les avons contactés, nous sommes allés ensemble pour identifier dans nos juridictions où ces communautés se trouvaient. On les appelle ici les coopératives dirigées par des femmes. On les a ciblées pour les aider à pouvoir accéder à nos fonds pour qu'ils puissent renforcer ce qu'ils avaient déjà démarré, en commençant avec le ministère du genre, parce que dans le cadre du ministère du genre, elles avaient reçu les équipes de base comme les tracteurs, les reapers et autres. Mais maintenant, qu'en est-il de la valeur ajoutée? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces coopératives dirigées par des femmes qui se sont présentées aujourd'hui passent à la valeur ajoutée, donc à la transformation. Nous avons par exemple des associations de districts, des associations de femmes de district qui maintenant qui font de la transformation de l'huile, ou alors certaines qui font dans la transformation de l'arachide pour en faire une pâte et autres. Donc cela améliore la vie des populations et donc leur permet d'avoir des revenus aussi. Et au moment où l'on continue à solidifier ces activités sur le terrain, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que notre programme est un programme qui vise à la réduction d'émissions. Donc, plus on aura de personnes impliquées, plus on pourra réduire, on pourra produire, on pourra vendre cela, la réduction de carbone au niveau international. Il y a
d'autres institutions qui ont pu appuyer les communautés nationales et les associations au niveau national. Les conseils municipaux font partie des récipiendaires et qui aident à gérer les conflits entre les communautés et qui ont eu des appuis financiers à notre niveau. Et donc, nous avons vu que lorsque ces communautés ont été créées, il y avait des élections également et on encourageait la participation des femmes au niveau de ces conseils chargés de la conservation. Ensuite, il faut dire que ce n'est pas simplement les femmes, c'est également les jeunes, ce qu'on voit au niveau des activités agroforestières. La plupart des personnes qui nous ont aidés, l'année dernière, par exemple, il y en a pu avoir beaucoup de jeunes qui ont participé à la plantation de certains arbres. La force qui est venue nous aider, c'était des jeunes. Nous encourageons également les jeunes à faire des demandes d'appui financier pour notre projet paysager. S'agissant des recommandations, je pense que la plupart des précédents orateurs les ont partagées avec nous. Là où il n'y a pas de politique ou stratégie nationale sur le genre, avec des programmes de jeunes au niveau de l'exécution, comme par exemple pour nous, il est recommandé et que l'on conçoit également des stratégies genre pour des projets pour qu'ils puissent être en mesure d'atteindre les pourcentages anticipés. Deuxième recommandation, travailler avec les structures existantes. Nous travaillons souvent isolément, mais lorsque vous faites comme nous, avec des programmes avancés, genre, on est en mesure de toucher davantage au-delà des 30% qui étaient ciblés. Ensuite, il y a la législation délibérée pour le genre. On ne le dira jamais assez. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Merci beaucoup. Merci également pour les recommandations que vous avez données. Vous ne nous avez pas dit que vous faites partie de ce programme de la FAO qui appuie les négociatrices pour le changement climatique. Merci, merci. Non, en fait, c'est un honneur de faire partie des 6 femmes négociatrices dans le cadre de ce programme. Je suis vraiment très reconnaissant et honoré de faire partie de celle-là. Merci, merci de nous informer que vous êtes bénéficiaire de ce programme dont a parlé le principal orateur de ce matin. De fortes recommandations et encore une fois, j'aime bien qu'on a pu mettre les points sur les i en rapport avec certaines indications, certaines recommandations qu'on a déjà reçues et toutes ces recommandations sur les jeunes, l'implication des femmes et des jeunes, pas simplement les femmes, la recommandation également sur l'analyse de genre. Comment est-ce que c'est un outil puissant pour informer les politiques, la décision, et si vous voulez développer une stratégie spécifique genre, et ainsi que d'autres recommandations tout aussi fortes. J'aime bien la dernière recommandation que vous avez donnée, travailler avec les structures existantes. Ainsi, on connaît beaucoup plus de réussite. Parce que c'est déjà la base qui existe. Et on peut renforcer cela. Donc, merci beaucoup de ces recommandations. Nous prenons bonne note et nous espérons qu'on aura de bonnes recommandations à partir de ce webinaire qu'on pourra partager par la suite. Alors, on a parlé beaucoup des jeunes. Et le prochain orateur, je vais vous le présenter, c'est Madame Nisrine Islam, qui est également dans l'espace de négociation. L'une des personnes qui va parler de ce sujet. Elle est membre du Collège de la jeunesse CC, NEU-CC,
la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, tout comme 6 autres activistes. Nous sommes très heureux de vous avoir pour nous parler de certaines questions qui sont soulevées, mais également, on a beaucoup parlé des jeunes aussi, et vous avez donc la parole, madame. Merci beaucoup. C'est une discussion extrêmement intéressante. J'ai bien aimé tous les aspects qui ont été partagés ici. Je suis Nessim Ilsheim du Soudan. Et d'abord, je vais vous parler de ce groupe consultatif sur le changement climatique. En 2019, septembre, nous avons eu le premier sommet des jeunes sur le climat à New York, juste avant sommet sur le changement, sur le changement climatique. Les jeunes devaient avoir une petite fenêtre pour pouvoir agir. Et le secrétaire général des Nations Unies et les jeunes du monde, nous sommes 6 et il y a 6 autres plus moi-même qui représentons les différents continents, les différentes régions du monde avec différents âges et différents contextes. Nous avons des économistes qui représentent l'Europe de l'Est, un superviseur de France qui est en France. Il y a également un autre du Brésil qui représente l'Amérique latine et moi, je représente l'Afrique. Nous avons également un autre chercheur qui représente l'Inde et le continent asiatique aussi. Il y a Ernest qui est responsable de la communication qui représente également le Pacifique et les petits États insulaires. Aujourd'hui, je suis à Milan. Je participe au sommet Jeunesse et Climat. Et à ce sommet, les jeunes des différents pays, il y a plus de 400 participants de chaque pays. Et ici, je représente les espoirs, les aspirations, ce qu'on pense de manière générale et les recommandations que nous avons pour la COP26, comment est-ce qu'on peut réaliser certaines choses, parce que c'est cela le titre, comment est-ce qu'on peut faire avancer les ambitions dans les différents articles. Il y a une sorte d'équilibre de genre, et les jeunes femmes et les jeunes militants sont vraiment chaudes. Si l'on peut dire, il y a plusieurs backgrounds, il y a beaucoup de participants mineurs, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et je pense que la prochaine génération, il y aura des jeunes filles, beaucoup plus jeunes que nous, qui certainement viendront s'impliquer dans les mouvements sur le climat et l'action pour le climat. Et je crois que c'est vraiment lié au sujet d'aujourd'hui, genre, et changement climatique et sécurité alimentaire et autres. L'Italie organise également le sommet alimentaire, qui est un processus très, très long, qui a mené une participation des jeunes, une consommation durable, le recyclage, la réduction des aliments et quel système alimentaire on veut. Également, je sais qu'il y a un sommet qui se tient également en marge de ce sommet. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être organisées en même temps, et cela veut dire qu'il y a beaucoup d'élan. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours, tout le monde est dans la même direction pour avoir un plan d'action pour aborder certaines problématiques. Malheureusement, en tant que jeune personne, je peux dire que nous sommes discriminés 2 fois. Discrimination parce que nous sommes des femmes, mais également parce que nous sommes jeunes. L'âge est un problème aujourd'hui. Même si tout le monde parle des jeunes, tout le monde est très heureux et très fier d'avoir ces jeunes, mais s'agissant de la mise en œuvre effective de certaines actions, cette fierté, ces visages ravis disparaissent et on nous laisse simplement avec des mains qu'on secoue et des discours fumeux. Et les jeunes ont besoin d'action et ont besoin de renforcement des capacités, ont besoin d'être impliqués dans la décision, et dans la conception et la mise en œuvre de politiques au niveau local, au niveau national, mais également au niveau multilatéral. En tant que négociatrice junior avec le groupe africain, j'ai été très privilégié d'avoir cette expérience sur apprendre sur le terrain et
en tant que négociatrice du groupe africain. J'ai fait le genre, le renforcement des capacités, action pour le renforcement du climat, également les transferts de technologies. Je ne suis pas aussi jeune que j'ai parlé, parce que certaines personnes me disent, quand est-ce que vous avez fait toutes ces choses-là? Bon, j'ai été sur le terrain du changement climatique depuis 10 ans maintenant. Ce sera 10 ans en 2022. Et certaines personnes ont cherché à accélérer les actions depuis le début, depuis qu'on a commencé, et ce mouvement et ces changements. Je suis donc dans la catégorie des acteurs non étatiques, et c'est un travail conjoint entre l'État et les acteurs non étatiques, parce qu'il y a certains qui ont donné mandat au gouvernement de faire certaines choses. Ce n'est pas simplement la société civile, mais quand il s'agit de la communauté, des communautés locales, des communautés de base, les communautés les plus vulnérables, c'est souvent la société civile, les mouvements de jeunes qui doivent apporter leur assistance. Comment est-ce qu'on peut aider le mouvement pour les flux financiers, surtout à travers les partenariats? Il faudrait reconnaître leur travail en leur donnant beaucoup plus d'espace et beaucoup plus en renforçant leur professionnalisme, et non se fonder sur leur âge, mais plutôt sur leur professionnalisme, leur expertise et leur connaissance. Et je dis partenariat et flux financiers parce que je co-dirige également une organisation sur le changement climatique avec les jeunes, et je dois vous dire que c'est extrêmement difficile d'avoir accès au financement pour des petites organisations ou des organisations de jeunes. Mais parfois, on cherche des partenariats avec différentes organisations et des organisations beaucoup plus grandes, mais aussi par les Nations Unies. Vous savez, certains groupes peuvent faire des actions sans avoir l'assistance financière, mais je dois dire que, honnêtement, nos communautés ne peuvent pas atteindre certains états et les plans d'action ne peuvent pas atteindre non plus. Aujourd'hui, nous avons des rapports, et tous ces rapports disent simplement que nous allons directement vers des impacts irréversibles s'agissant du changement climatique. Au Soudan, nous avons beaucoup de personnes qui sont sans domicile, et il y a beaucoup qui ont perdu la vie également. Plus d'un demi-million ont perdu les moyens d'existence parce que soit c'était des agriculteurs ou des éleveurs, et leurs moyens d'existence ont été ravagés par les inondations. La crise du changement climatique est une menace à la sécurité alimentaire, surtout pour les populations beaucoup plus vulnérables, pour les communautés soudanaises, parce qu'à 70%, nous dépendons de l'agriculture sous pluie. Et nous savons que le changement climatique a une très forte sensibilité sur l'agriculture sous pluie. Et donc, l'année dernière, c'était une année d'inondation. Malheureusement, cette année, c'est une année de sécheresse et beaucoup de pays africains souffrent de cela. Et de plus en plus, il faut s'attendre à cela. Et donc, le temps est venu de prendre des mesures. Il est temps de laisser de côté la bureaucratie parce que ce n'est pas cela qui va nous épargner nos vies. Et donc, il faudrait l'inclusion des jeunes. Merci beaucoup. Chaque fois que tu prends la parole, j'ai la chair de poule parce que tes mots sont extrêmement forts. Vous avez parlé vous avez dit qu'il faut aller au-delà de la rhétorique. Nous parlons tout le temps et il faudrait peut-être aller passer à l'action, laisser de côté la rhétorique. Merci donc d'avoir mis en exergue cela. Et alors, j'ai appris un nouveau mot, l'agisme. L'agisme, c'est-à-dire le fait de mettre l'accent sur l'âge. Merci beaucoup. Merci. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Nasrin. Dernier orateur, membre du Parlement de la Côte d'Ivoire. Honorable Kwasi, vous êtes avec nous?
you in the room? Désolé, je ne vois pas si Marie-Virginie a pu se connecter. Donc, il y a des soucis pour la connexion. Je me propose peut-être de partager avec vous peut-être un certain nombre de choses, puisqu'on a échangé sur les perspectives de collaboration entre le caucus des femmes parlementaires et la plateforme pour faire avancer les questions genre et changement climatique, notamment l'avant-projet de loi qui est dans le processus. Monsieur Paco, on ne vous entend pas bien. On ne vous entend pas bien. D'accord. On ne vous entend pas bien. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui. On va prendre des questions. Nous allons prendre des questions pour vous parce que nous n'avons plus que 10 minutes. Donc, la prochaine session, c'est questions-réponses et vous pourrez répondre aux questions. Je ne vois pas de questions. J'espère que vous m'avez entendu, M. Poco, parce que votre connexion n'est pas bonne. Vous allez prendre les questions qui sont liées à la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre les questions. Maintenant, c'est la séance de questions-réponses. Si vous pouvez poser des questions aux orateurs, j'ai une question qui est dans le chat, c'est de Rose Pougo. J'espère qu'elle est toujours dans la salle, alors que le modèle principal d'agriculture prôné par le gouvernement n'est ni sensible aux femmes. Est-ce qu'on peut faire du progrès? Beaucoup de gouvernements promouvoir la monoculture, alors que les femmes ont des agendas différents pour l'utilisation de terres, y compris les opportunités de mobilisation de ressources. Il faut analyser les stratégies agricoles pour savoir s'ils sont sensibles au genre et au changement climatique et que les politiques agricoles sont transformées. Merci. Je voudrais inviter un membre du Parlement. Honorable Kassa, voulez-vous répondre à cette question, Honorable Kassa? Les parlementaires vont s'assurer que l'équipe, quel est le problème? Quel est le problème? Il y a des interférences. Équipe technique. Honorable Kassa, pouvez-vous entendre? Oui, j'entends maintenant, j'entends. La question, c'est comment les parlementaires peuvent s'assurer que l'analyse est faite pour savoir comment l'agriculture est transformée. Il faudrait que M. Pacom, il y a quelqu'un dont le micro est ouvert. Je ne sais pas qui c'est.
Il semble qu'il y a des problèmes techniques. Exactly. Non, Mais je n'ai pas encore répondu, je n'ai pas entendu mais- la question, je n'ai pas répondu. It's not a problem of transmission, but we don't understand. It's a technical problem, I think. je pense que c'est un problème technique. I want exactly what is the question. You can translate. Merci beaucoup. Je pense que j'avais déjà effleuré la réalité. Dans beaucoup de pays, dans tous les pays, le Parlement et l'exécutif, c'est un pouvoir séparé. Mais dans le cas du Bénin, je crois que c'est partout pareil, le parlementaire a le pouvoir de contrôle de l'action du gouvernement. Ça veut dire que toutes les initiatives qui sont programmées par le gouvernement peuvent être auditées, auditées par les parlementaires. Et lorsque c'est un contrôle parlementaire, les gouvernants sont beaucoup plus attentifs à cela. C'est pour ça que je pense que s'il y a des programmes dans le domaine agricole pour remédier à ce genre de situation, il faut que périodiquement, les différents parlements puissent évaluer ces programmes-là. C'est pour cela que je disais que les gouvernants sont toujours réticents quant au financement de l'action de contrôle. Les gouvernants étant toujours réticents, il faut qu'au niveau de chaque parlement, qu'il soit instauré des groupes, qu'il soit instauré, comment on appelle ça, en tout cas des comités qui aient cette vocation de contrôle. Par exemple, on peut intituler cela groupe de contrôle, comité de contrôle des initiatives en faveur du genre pour le changement climatique. Et là, après l'adoption des budgets, après l'adoption des différents programmes, puisque les budgets sont budgets programmes, ces parlementaires vont voir quels sont les programmes qui sont financés abondamment par le budget national. Est-ce que ces programmes fassent l'objet d'un suivi particulier par ces parlementaires qui vont rechercher les ressources extérieures notamment? Parce que si c'est les ressources intérieures, vous ne les aurez pas. Voilà ce que je voulais dire, et pour montrer comment est-ce que les parlements vont prendre réellement en charge cette préoccupation qui amène qui induisent des réformes substantielles en faveur du genre. Sinon, tout va rester au niveau des déclarations. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces recommandations très claires. Comment est-ce que les parlementaires peuvent s'assurer que la question du genre puisse être abordée correctement pour la transformation agricole? Et je voudrais donner la parole au dernier orateur. C'est l'honorable Angélique Ngoma. Honorable, vous avez la parole pour les 2 dernières minutes. 1 minute, je dois dire. 1 minute même, d'ailleurs. Kassa, qui a parlé de missions d'évaluation des politiques publiques qui devraient, entre autres, être assignées aussi aux parlementaires selon les États
pour que ces derniers puissent s'assurer qu'effectivement, dans le cadre des programmes budgétaires votés par l'Assemblée nationale qui sont spécifiques au genre, il y a une effectivité réelle sur le terrain. Tout comme nous avons suivi Madame Tassila Banda dans le cadre de son programme d'accompagnement qui a permis bien évidemment de s'assurer que la FAO appuie les négociatrices pour les changements climatiques. Je pense que cet aspect, dans le cadre de l'Alliance parlementaire, une structure mise en place avec le soutien et l'accompagnement de la FAO, pourrait être de mise pour que, dans le cadre de ces relations, pour ne pas me répéter, nous puissions aussi d'autres États bénéficier de cet accompagnement pour voir l'effectivité de l'action en faveur des femmes. Et que le genre, on a parlé des jeunes, bien évidemment, qu'au-delà des intentions, comme l'ont dit nos intervenants, il est bon de passer à l'acte. Il est bon, c'est vrai, de prendre la norme, parce que sans norme, on ne peut pas évoluer dans la société qui est la nôtre, mais il est aussi tout à fait indiqué qu'il y a une effectivité de réalisation sur le terrain et que la jeunesse assurant l'avenir de demain, il est bon que des moyens soient aussi dégagés, autant pour la petite fille, mais la base, c'est d'abord la formation. La base, c'est aussi le transfert de technologie. La base, c'est aussi l'accompagnement pour que, de fois, ces problèmes de changement climatique, ils sont plutôt des problèmes de conception sociétale, nous puissions arriver à avoir des réponses justes. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Thank you very much, Honorable. And indeed, you gave the final comments, which brings everything together. And before we close, which, by the way, I'm going to ask Dr. Ernest Aubé, who was speaking on behalf of the ECOWAS Commissioner, to close in 2 minutes. I would just like to take this opportunity just to highlight some of the issues that we've heard today and some of the very strong recommendations that have come from today's discussion. And I have a couple, and I would like to share those with you. The first is we heard a lot about the importance of having a gender analysis, so using the gender tools that are available, be able for us to make more informed decision making. So understand what those gender constraints are, and in some cases, like we heard from Tassila, Dr. Tassila Banda, how that then informed a project-specific gender strategy. Without understanding where the gender issues are, you cannot develop strategies and interventions to address them. There was the other issue around collaboration between the ministries of environmental climate change, whatever it may be, with the Ministry of Gender. And we saw that even in Cote d'Ivoire, there was even an MOU, but it came out strongly how we can't continue to work in silos if we're going to address or try to address the issues around gender. The issue of women and youth came out, and Nazreen talked a lot about that, but she also highlighted the issue of ageism. I really like that word, ageism, and how we need to move beyond the rhetoric and give spaces and provide platforms and funds for youth-based, particularly youth-based and women organization. So that kind of double tragedy that she talked about. And then some of the speakers talked about working within existing structures and how that yielded more positive benefits to achieve more of your target of what you want to achieve when it comes to gender. We had a lot of that from Tassila. We also heard at the very beginning the issue around to empower. Who is around the table? Who is going to be around the table and the negotiation table, on the developing table, whatever you're developing, whatever you're working on, decision-making table, who is around there, providing spaces for different voices, including voices of women. So that issue around empowerment and having the right people around the table is important. And finally, the issue of it's never too late. It's never too late to start the process. I think we heard that a lot from Angie, who talked about how it can start at the very beginning, middle, as long as it starts. And sometimes it can start with just an aspiration. Sometimes it can be very concrete in an action plan. Sometimes it can be more detailed. And the budgeting that allows you
to actually do gender work within agricultural transformations. So those are some of the key issues that I've heard today, and I'm glad that we'll be able to bring all of these together and put it in a recommendation that we can then send out to everybody that has come to this meeting, to this webinar. And once again, thank you very much for this very active participation. I'm not closing the meeting. The meeting will be closed by Dr. Aube, who will have the floor, but just to say that the recording of this will be available as well on the website that we will send. Et cela vous sera envoyé au niveau du site web. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Dr. Aube pour qu'il close la réunion. Merci beaucoup. Au nom du commissaire de l'agriculture, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites, des questions ont été posées et on doit tous se mettre ensemble pour que l'on puisse mettre en œuvre ces recommandations. Je voudrais remercier l'Institut international pour le développement durable, pour les parlementaires, mais également tous les acteurs qui ont pris de leur temps pour participer à ce webinaire important. Je vous souhaite à tous toute la réussite nécessaire et nous espérons se retrouver au niveau du 7e webinaire. Et je déclare officiellement close ce 6e webinaire. Que Dieu vous bénisse.